Interview de Marcel Proust par Élie-Joseph Bois, paru dans le journal Le Temps du 13 novembre 1913. Je ne publie qu'un volume, du côté de chez Swann, d'un roman qui aura pour titre général « À la recherche du temps perdu ». J'aurais voulu publier le tout ensemble, mais on n'édite plus d'ouvrages en plusieurs volumes. Je suis comme quelqu'un qui a une tapisserie trop grande pour les appartements actuels et qui a été obligé de la couper. De jeunes écrivains, avec qui je suis d'ailleurs en sympathie, préconisaient au contraire une action brève avec peu de personnages. Ce n'est pas ma conception du roman. Comment vous dire cela ? Vous savez qu'il y a une géométrie plane et une géométrie dans l'espace. Et bien pour moi, le roman, ce n'est pas seulement de la psychologie plane, mais de la psychologie dans le temps. Cette substance invisible du temps, j'ai tâché de l'isoler, mais pour cela, il fallait que l'expérience pût durer. J'espère qu'à la fin de mon livre, tel petit fait social sans importance, tel mariage entre deux personnes, qui dans le premier volume appartiennent à des mondes bien différents, indiquera que du temps a passé et prendra cette beauté de certains plombs patinés de Versailles que le temps a engainés dans un tourteau d'émeraude. Puis, comme une ville qui, pendant que le train suit sa voie contournée, nous apparaît tantôt à notre droite, tantôt à notre gauche, les divers aspects qu'un même personnage aura pris aux yeux d'un autre, au point qu'il aura été comme des personnages successifs et différents, donneront, mais pas cela seulement, la sensation du temps écoulé. Tels personnages se révéleront plus tard différents de ce qu'ils sont dans le volume actuel, différents de ce qu'on les croira, ainsi qu'il arrive bien souvent dans la vie du reste. Ce ne sont pas seulement les mêmes personnages qui réapparaîtront au cours de cette œuvre, sous des aspects divers, comme dans certains cycles de Balzac, mais en un même personnage, nous dit M. Proust, certaines impressions profondes, presque inconscientes. À ce point de vue, continue M. Proust, mon livre serait peut-être comme un essai d'une suite de romans de l'inconscient. Je n'aurais aucune honte à dire de romans bergsoniens, si je le croyais, car à toute époque il arrive que la littérature a tâché de se rattacher, après coup naturellement, à la philosophie régnante. Mais ce ne serait pas exact, car mon œuvre est dominée par la distinction entre la mémoire involontaire et la mémoire volontaire, distinction qui non seulement ne figure pas dans la philosophie de M. Bergson, mais est même contredite par elle. Comment établissez-vous cette distinction ? Pour moi, la mémoire volontaire, qui est surtout une mémoire de l'intelligence et des yeux, ne nous donne du passé que des faces sans vérité, mais qu'une odeur, une saveur retrouvée dans des circonstances toutes différentes, réveillent en nous, malgré nous, le passé. Nous sentons combien ce passé était différent de ce que nous croyions nous rappeler, et que notre mémoire volontaire peignait, comme les mauvais peintres, avec des couleurs sans vérité. Déjà dans ce premier volume, vous verrez le personnage qui raconte, qui dit « je », et qui n'est pas moi, retrouver tout d'un coup des années, des jardins, des êtres oubliés, dans le goût d'une gorgée de thé où il a trempé un morceau de madeleine. Sans doute il se les rappelait, mais sans leur couleur, sans leur charme. J'ai pu lui faire dire que comme dans ce petit jeu japonais, où l'on trempe de ténus bouts de papier qui, aussitôt plongés dans le bol, s'étirent, se contournent, deviennent des fleurs, des personnages, toutes les fleurs de son jardin, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, villes et jardins, de sa tasse de thé. Voyez-vous, je crois que ce n'est guère qu'au souvenir involontaire que l'artiste devrait demander la matière première de son œuvre. D'abord, précisément parce qu'ils sont involontaires, qu'ils se forment d'eux-mêmes,
attirés par la ressemblance d'une minute identique, ils ont seuls une griffe d'authenticité. Puis ils nous rapportent les choses dans un exact dosage de mémoire et d'oubli. Et enfin, comme ils nous font goûter la même sensation dans une circonstance tout autre, ils la libèrent de toute contingence, ils nous en donnent l'essence extratemporelle, celle qui est justement le contenu du beau style, cette vérité générale et nécessaire que la beauté du style seule traduit. Si je me permets de raisonner ainsi sur mon livre, poursuit M. Marcel Proust, c'est qu'il n'est à aucun degré une œuvre de raisonnement. C'est que ces moindres éléments m'ont été fournis par ma sensibilité, que je les ai d'abord aperçus au fond de moi-même sans les comprendre, ayant autant de peine à les convertir en quelque chose d'intelligible que s'ils avaient été aussi étrangers au monde de l'intelligence que, comment dire, un motif musical. Il me semble que vous pensez qu'il s'agit de subtilité. Oh non, je vous assure, mais de réalité au contraire. Ce que nous n'avons pas eu à éclaircir nous-mêmes, ce qui était clair avant nous, par exemple des idées logiques, cela n'est pas vraiment nôtre. Nous ne savons même pas si c'est le réel. C'est du possible que nous élisons arbitrairement. D'ailleurs, vous savez, ça se voit tout de suite au style. Le style n'est nullement un enjolivement comme croient certaines personnes. Ce n'est même pas une question de technique. C'est, comme la couleur chez les peintres, une qualité de la vision, la révélation de l'univers particulier que chacun de nous voit et que ne voient pas les autres. Le plaisir que nous donne un artiste, c'est de nous faire connaître un univers de plus.